Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon confinement. Alors je sais même pas, ça fait combien de semaines maintenant que le confinement a commencé, mais en tout cas je continuerai quand même à vous le souhaiter. Il faut quand même rester optimiste. Là je sais que ça fait maintenant plus d'un mois je pense que le confinement a commencé. Il y en a encore au moins pour 2 à 3 semaines, donc gardez le cap, restez concentrés, d'autant plus que le confinement quand il va être terminé, ce ne sera pas la fête, hein, ce sera un déconfinement progressif. Donc à mon avis, ça va encore durer longtemps avant qu'on puisse reprendre vraiment notre vie, on va dire, plus habituelle ou normale. Après, la normalité, c'est pas la même pour chacun. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet qui n'a absolument pas but de faire polémique ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est important en fait de parler parfois de sujets qui peuvent déranger. Est-ce que c'est la fin de la partie pour les cryptos? Alors, justement, la semaine dernière, j'avais fait la vidéo un petit peu pour expliquer pourquoi est-ce que le Bitcoin avait autant baissé. Et j'avais même émis l'hypothèse qu'au final, le Bitcoin aurait pu aller encore beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de la DeFi, de comment, au final, est-ce que la DeFi a terriblement réagi face à la baisse. On va parler également des stablecoins. Donc, il y a une question qui m'a été posée par email, donc je vais y répondre par rapport aux stablecoins, parce que je pense que beaucoup de personnes, de nouveau, ne se rendent pas compte des risques. Et le problème, c'est que c'est important en fait de faire, on va dire, de la pédagogie par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous parlent que des éléments positifs, qui vont vous dire les cryptos c'est génial, les stablecoins c'est génial, on peut se faire rémunérer à 8% chaque année, il n'y a pas de risque, etc., etc. Et en fait, je pense que ces personnes ne comprennent pas ce qu'elles disent, parce que dire qu'on peut gagner 8% par an sans prendre de risque, c'est vraiment une aberration. C'est une aberration. À quel moment aujourd'hui on est capable de générer un rendement comme ça sans prendre de risque? Bien sûr qu'il y a un risque et il faut les comprendre. Donc c'est pour ça que je vais quand même vous expliquer un petit peu les risques qu'il y a autour aujourd'hui de tout l'écosystème de la DeFi, des stablecoins, des plateformes de prêt. Parce qu'aujourd'hui on parle que des points positifs, mais jamais personne se mouille pour parler en fait des points négatifs. Et le jour où il y aura des problèmes, le jour où des personnes vont perdre de l'argent, les gens ils vont être étonnés. Ils vont être étonnés en fait parce que tout le monde n'en disait que du bien. Donc je pense qu'arriver à un moment, c'est quand même important de faire de la pédagogie et pas que toujours en fait dans le sens c'est merveilleux. Non, il y a aussi des points négatifs. La décentralisation, elle a aussi ses côtés, on va dire, négatifs et ça, il faut bien les comprendre. Alors, avant de commencer, je vais envoyer ma lettre d'investissement demain. Donc je rappelle que c'est chaque 2 semaines. On me demande souvent, j'ai pas reçu la lettre, etc. Mais c'est normal en fait. J'envoie la lettre que toutes les 2 semaines. Donc c'est normal en fait que vous n'ayez rien reçu ni cette semaine, ni la semaine dernière, parce qu'au final, je l'avais envoyé en début de semaine. Donc c'est normal, hein. Là, la prochaine, elle va partir demain. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien, il est juste dans la description. On parlera également un petit peu de crypto-monnaie, on parlera de la DeFi et je ferai également un petit peu le point au niveau du marché du Bitcoin, parce que le marché du Bitcoin est au final pas si mal que ça. Et on parlera également un petit peu des marchés financiers qui ont un petit peu évolué et pas forcément dans le sens dans lequel on s'y attendait. Voilà, donc on fera un petit peu le point sur tout ça dans la prochaine lettre. Alors, on va commencer par parler en fait de la DeFi et notamment de Maker. Alors, Maker, c'est aujourd'hui la principale DAO sur laquelle la plupart des projets en rapport avec la finance décentralisée, donc la DeFi, fonctionnent. Donc il n'y a pas que Maker, mais en tout cas on va dire que les principales applications aujourd'hui sont développées sur Maker, notamment avec le DAI, donc le stablecoin DAI, qui est, je crois, le premier stablecoin qui est complètement décentralisé et qui n'est pas adossé à un actif sous-jacent, comme par exemple du dollar. On peut aussi appeler ça des actifs synthétiques. J'avais fait une vidéo un petit peu complexe, mais c'est assez intéressant sur la chaîne du Journal du Coin par rapport à ça. Alors, il y a eu 2 soucis majeurs sur Maker. Le premier, ça a été la liquidation. Il y a eu en fait des liquidations en cascade quand le prix, notamment de l'Ether, a énormément chuté. Alors, il faut savoir que pour émettre des DAI, il faut avoir un collatéral. Et ce collatéral, c'est quoi? C'est
très souvent de l'Ether. Et donc, pour émettre du DAI, il faut mettre en collatéral de l'Ether avec une garantie qui est bien supérieure à ce qui va être émis. De mémoire, je crois que c'est 1 pour 3. Donc c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'en gros, pour émettre pour 1000 $ de DAI, il faut avoir 3000 $ d'Ether. Donc vous imaginez bien que si on se fait liquider, ça veut dire qu'on vient de se prendre une perte assez conséquente. Donc il vaut mieux pas se faire liquider. Et donc, au final, il y a eu des liquidations en cascade parce que, bien sûr, le prix en fait de l'Ether a tellement chuté qu'au final, cette garantie qui, à la base, était quand même suffisamment importante, s'est retrouvée à ne plus être suffisante pour couvrir en fait les DAI qui ont été émis. Alors, dans ce cas-là, il y a tout un tas en fait de paramètres. Là, je n'ai pas forcément tout expliqué, c'est assez complexe, honnêtement, Maker d'un point de vue technique. Mais en tout cas, on va partir du principe que lorsque des CDP, donc ça va être en fait les contrats qui vont contenir en fait les collatérales, vont être liquidés, ils vont être, on va dire, vendus aux enchères. Et en gros, il y a tout un tas en fait de personnes qu'on appelle les keepers qui vont arriver et qui vont essayer en fait de l'acheter au meilleur prix. Mais le problème, c'est que il s'est passé un truc, c'est les frais ils ont explosé en fait sur la blockchain Ethereum. Et donc, en fait, toutes ces personnes qui voulaient participer à la vente aux enchères n'ont pas réussi. Ils n'ont pas été exécutés parce que leur transaction n'a pas été mise en fait dans les blocs. Et il y a eu des petits malins qui se sont rendus compte que justement, il n'y avait personne en fait pour participer à la vente aux enchères. Et il suffisait juste en fait d'augmenter le gaz, donc les frais en fait qu'on paye pour pouvoir mettre sa transaction dans la blockchain, d'augmenter juste ça et pour pouvoir participer et être quasiment tout seul à la vente aux enchères. Et donc, s'il n'y a personne, en fait, on peut mettre le prix qu'on veut. Et en gros, il s'est passé quoi? Il s'est passé en fait que des collatérales qui devaient être liquidées ont été vendus pour 0 DAI, donc pour 0 $, pour absolument rien. En gros, ils ont été donnés. Et ça, en fait, c'est arrivé pour environ un tiers des liquidations. Donc là, on parle environ de 8 millions de $. Donc il y a eu environ pour 8 millions de $ en Ether qui ont été vendus pour rien. Donc là, vous imaginez la perte assez importante au final, d'une part pour ceux qui ont été liquidés, mais par contre le gain pour les petits malins qui ont justement compris un petit peu le mécanisme et qui après se sont dit on va envoyer plein de requêtes pour acheter tout ça avec 0 DAI. Il suffit juste en fait que la requête soit rapidement envoyée. Donc pour ça en fait j'augmente les gaz. Alors il faut savoir en fait que les keepers normalement en charge de faire ces ventes forcées, c'est très souvent en fait des systèmes automatiques et qui n'ont pas été bien programmés pour s'adapter assez rapidement à l'augmentation en fait des frais sur la blockchain. Et c'est pour ça en fait qu'il y a eu ce problème-là et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu acheter au final des Ethers pour quasiment rien, voire même pour rien parfois. Donc ça c'est le premier problème. Il y a quand même eu plus de 30 000 Ethers qui ont été récupérés en fait de cette façon. Donc un tiers, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a eu un deuxième problème sur Maker, c'est la congestion au niveau des oracles. Donc il faut savoir que les oracles, ça permet à une blockchain d'avoir accès à des informations de l'extérieur. En l'occurrence, le prix de l'Ether. Parce que pour savoir en fait si le collatéral a toujours une valeur qui est suffisante, il faut savoir combien vaut l'Ether. Et ça en fait, c'est via les oracles qui mettent à jour très régulièrement la valeur en fait de l'Ether pour être sûr que le collatéral a toujours suffisamment de valeur. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a également eu une congestion au niveau des oracles et la valeur en fait de l'Ether ne s'est pas mise suffisamment à jour. En gros, on va partir du principe que l'Ether est tombé en dessous des 100 $, il est tombé à 88 $ environ, et que en gros la valeur ne s'est pas mise à jour au niveau de chez Maker, et tout un tas en fait de CDP qui auraient dû être liquidés à 100 $ ne l'ont pas été. Ils l'ont pas été, et ça c'est un énorme risque pour Maker. Là en fait c'est un risque d'insolvabilité. Il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que la valeur de tous les DAI qui ont été émis, elle est possible parce qu'il y a suffisamment de collatéral qui permettent de justifier cette valeur. Si jamais en fait ce collatéral devenait moins important que la valeur du nombre de DAI qui ont été émis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une perte de solvabilité et le DAI va perdre plus de valeur. Il va descendre en dessous des 1 $. Donc si jamais en fait Maker devenait insolvable, la valeur du DAI pourrait s'effondrer en fonction de combien Maker a eu de pertes par rapport à un dysfonctionnement du système. Donc ça c'est quand même assez grave. Alors on va dire que la valeur du DAI n'a pas été impactée, au contraire,
il y a même eu un problème de liquidité. Donc les DAI ont été plutôt rares et donc la valeur elle a augmenté durant la crise. Mais honnêtement, ça aurait pu être quand même bien pire avec une valeur du DAI qui baisse littéralement en dessous du dollar pour ensuite baisser beaucoup plus si jamais en fait Maker devenait insolvable. Donc ça en fait il faut comprendre que on n'en parle pas beaucoup au sein de la communauté, en tout cas c'est pas ce qu'on parle le plus et pourtant c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment très 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 dangereux ce qui s'est passé. Heureusement que des actions ont été prises notamment par Maker, que le pire j'ai envie de dire a été évité. Mais on aurait pu faire beaucoup plus pire. Tout comme BitMEX aurait pu en fait ne pas se mettre hors service et laisser le prix du Bitcoin chuter à cause des liquidations en cascade et des problèmes d'arbitrage. Pareil, donc on aurait pu aggraver encore plus la situation. Donc j'ai envie de dire tant mieux, on touche du bois. Mais honnêtement, ce qu'il faut quand même comprendre en fait dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par la DeFi et qui pensent que la DeFi, c'est plus sécurisé que le système traditionnel. Alors, dans l'idéologie, effectivement, c'est toujours mieux en fait d'avoir un contrôle et qu'aucune autorité n'ait le contrôle sur quoi que ce soit. Mais cependant, ça ne veut pas dire que les systèmes décentralisés sont infaillibles. Absolument pas. Ils sont faillibles. Ils sont faillibles dans leur conception. Parce qu'il faut comprendre que ça reste des systèmes qui sont relativement jeunes. D'accord, ça existe depuis que quelques années. N'oubliez pas quand même que le système financier, il s'est développé, il s'est amélioré sur des dizaines, voire même des centaines d'années. Donc vous imaginez bien qu'un système aussi jeune, il n'est pas infaillible. Et donc, quand on y met toutes ces économies, je trouve que c'est vraiment une énorme erreur. C'est une énorme erreur qui est faite. Alors on peut se mettre, par exemple, en stablecoin, on peut se mettre en DAI pour se diversifier un petit peu, mais ne jamais tout mettre. Partez quand même du principe qu'aucun système n'est infaillible. Donc ça, c'est le problème qu'on a eu. Et ça aurait pu être encore pire. Parce que si le DAI perdait de la valeur, toutes les personnes qui utilisent le DAI comme collatéral, ils auraient également été liquidés. Et après, ça fait des liquidations en cascade. Notamment, par exemple, pour ceux qui passent par Compound, qui est un système de prêt décentralisé par lequel on peut prêter ces crypto-monnaies. On peut prêter en fait du DAI, de l'USDT, du Bitcoin et recevoir une rémunération. Ou alors on peut emprunter de l'argent en mettant en collatéral, pareil, les cryptos en fait que je viens de citer. Si jamais en fait la valeur de ces stablecoins là, qui sont censés être stables, venait à diminuer fortement, ça déclencherait de nouvelles liquidations. Et au final, on aurait des liquidations en cascade qui pourraient vraiment impacter énormément le monde des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment faire attention et c'est important en fait de bien comprendre tous les mécanismes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui achètent des choses qui ne comprennent pas ce qu'ils achètent. Et c'est regrettable. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas acheter du DAI sans comprendre un minimum le mécanisme qu'il y a derrière. On ne peut pas juste se dire le DAI c'est génial, c'est un stablecoin qui est décentralisé, donc ça veut dire qu'il n'est pas directement lié au dollar, donc je vais en acheter plein. Non, ça c'est pas une bonne réflexion. Il faut comprendre comment est-ce que DAI peut avoir une valeur qui reste constante, comprendre le mécanisme qu'il y a derrière, comprendre au minimum comment fonctionne un CDP, parce que sinon en fait vous achetez quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc le jour où ça se passe mal, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc là, c'est pareil pour les... là je parle du DAI précisément, mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les tokens à effet de levier. J'ai vu des personnes qui disent les tokens à effet de levier, c'est moins risqué que prendre du levier. Mais les gars, un token à effet de levier, vous prenez du levier. Donc ça veut dire que si vous prenez du levier, vous pouvez être liquidé. Et j'ai même vu des personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas être liquidés en prenant des tokens à effet de levier de chez FTX. Mais vous ne comprenez pas en fait comment fonctionne le token, une fois de plus. Et il faut comprendre ce que vous achetez. Donc ça, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui. Tout comme l'effet de levier, des personnes qui vont prendre du levier, x5, x10, x20, qui ne comprennent pas la mécanique derrière et qui vont se retrouver liquidés avec plus rien. Donc, toujours pareil, c'est toujours pareil. Comprenez ce que vous achetez. D'accord? Sinon, ne l'achetez pas. Je veux dire, c'est vraiment... vous prenez tellement de risques et je pense que la plupart des gens ne sont même pas conscients en fait des risques qu'ils prennent à chaque fois, qu'ils vont acheter en fait des produits qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça en fait que nous aujourd'hui on s'efforce quand même, donc ça peut être moi mais d'autres youtubeurs, à essayer en fait d'expliquer quand même comment est-ce que les choses fonctionnent, comment l'effet de levier fonctionne, comment le DAI fonctionne. J'ai fait en fait des vidéos justement qui expliquent le fonctionnement du DAI. Alors oui, on ne rentre pas dans les détails extrêmement techniques parce que ça serait beaucoup trop compliqué.
Et honnêtement, c'est inutile en fait de comprendre vraiment absolument tout, mais il faut au moins comprendre le principe de base. Parce que justement, là, ceux qui ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre comment est-ce qu'un token qui vaut normalement 1 dollar puisse baisser en valeur. Et pourtant, c'est possible. Donc, Maker, il a eu quand même pas mal de défaillances. La communauté a quand même, on va dire, réagi. Ils ont pris des mesures. Donc, on va dire que le pire a été évité. Mais honnêtement, ça aurait pu être bien pire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les stablecoins. Donc les stablecoins, vous le savez aujourd'hui, vous pouvez en fait vous mettre sur un stablecoin et recevoir rémunération. C'est très tendance parce que les gens se disent c'est génial, on peut gagner entre 6 et 8% par an, c'est plus qu'un livret A, c'est plus qu'un fonds en euros, c'est limite plus qu'investir dans les actions. Et puis on se dit voilà, il n'y a pas de risque. Attendez, quand on gagne entre 6 et 8% par an, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ça, c'est pas possible en fait. Il y a un risque. Il y a même plusieurs risques. Et ça, il faut le comprendre en fait. Donc déjà, en fait, il y a un premier risque. C'est le risque de la régulation. Il y a un risque vraiment réglementaire par rapport au stablecoin. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on commence justement à avoir des petits problèmes au niveau de la régulation pour les stablecoins. Donc la FSB, c'est, on va dire en français, le Conseil de stabilité financière qui donne des recommandations aux pays du G20. Il a quand même émis pas mal de recommandations au niveau des stablecoins. Et ce n'est pas des recommandations qui vont en fait dans le sens des stablecoins. Au contraire, ça va en fait plus mettre des contraintes et des restrictions. Et même des restrictions très très strictes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les membres du G20 suivent les recommandations qui ont été émises par le FSB, et bien honnêtement, à mon avis, il y a pas mal de stablecoins qui vont disparaître. Voilà, qui vont disparaître parce qu'ils ne respecteront pas les réglementations. Donc moi en fait, parmi les stablecoins les plus fiables aujourd'hui, je pense que je miserai. Alors on peut miser en fait sur le DAI dans le sens où il est décentralisé effectivement et où ça va être compliqué en fait d'y mettre un cadre réglementaire. En l'occurrence, il pourra quand même se retrouver délisté en fait des plateformes. Donc ça c'est quand même le risque le plus important parce que qui dit qui se fait supprimer en fait des plateformes, dit problème de liquidité et donc problème de revente. Donc ensuite, les stablecoins qui sont adossés à des dollars, pour le coup là, moi je choisirais plus en fait des compagnies émettrices qui sont déjà bien régulées, notamment comme Paxos ou comme Coinbase avec l'USDC. Je pense que ça, ce serait le meilleur choix à faire. C'est sûr que l'USDT, vu où est-ce qu'il est basé en termes de régulation, c'est pas celui en fait sur lequel je miserai le plus. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que s'il y a une régulation qui vise à vraiment restreindre énormément ces émetteurs, ces entreprises qui ont émis en fait des stablecoins, ça aura un impact négatif sur le marché des crypto-monnaies. Parce que les stablecoins aujourd'hui, ça représente la plus grosse valeur qui est échangée au sein de la blockchain. Alors là, je vais vous mettre un petit graphique. Un petit graphique en fait de chez Messari qui nous montre un petit peu l'évolution. Donc c'est la valeur qui est échangée. Donc là c'est chaque jour. La valeur échangée chaque jour au sein de la blockchain Bitcoin et de la blockchain Ethereum. Alors pour Bitcoin, il n'y a que le Bitcoin. Et pour la blockchain Ethereum, on va retrouver l'Ether et tous les tokens de type ERC20. Et bien qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que tout récemment, il y a à peine quelques jours, il y a eu un switch, un échange. Donc ça veut dire qu'il y a eu plus d'échanges au sein de la blockchain Ethereum que la blockchain Bitcoin, un échange en termes de valeur en dollars. Et ça en fait c'est principalement grâce aux stablecoins. Parce qu'en fait les stablecoins, c'est ça en fait qui va représenter le plus de valeur en termes d'échange au sein de la blockchain. Donc aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'il y a plus de valeur échangée en stablecoin qu'avec les crypto-monnaies. Du style Bitcoin, Ethereum, Ether et toutes les autres. Donc ça en fait c'est quand même significatif. Ça veut quand même dire que c'est extrêmement utilisé, que ça supporte également énormément la prise de valeur en fait du Bitcoin, de l'Ether et de toutes les autres crypto-monnaies, que ça permet d'augmenter considérablement la liquidité. Mais si jamais en fait on y met un frein, si jamais en fait on y met des cadres réglementaires qui forcent les plateformes à délister en fait tout ça, eh ben ça aura un impact forcément négatif sur la valorisation des crypto-monnaies. En tout cas, ça reste mon avis. Donc c'est pour ça en fait que
il faudra quand même bien surveiller un petit peu l'évolution des réglementations, même si je pense que les États actuellement, ils ont autre chose à penser que ça. Mais en tout cas, ça pourrait arriver, peut-être pas cette année, mais dans quelques années. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention avec ça et bien surveiller. Juste pour vous expliquer, hein, si vous vous retrouvez avec un stablecoin qui se retrouve délisté parce qu'il ne respecte pas la réglementation des pays du G20, donc principalement les pays européens, en Asie et aux États-Unis. Donc ça veut dire quasiment délisté en fait de partout, sauf des plateformes qui sont basées en fait dans des paradis fiscaux, comme c'est le cas par exemple de BitMEX, FTX, etc., qui sont dans les Bermudes ou aux Seychelles, quoi. Mais sinon, en tout cas, la plupart des autres plateformes, toutes les plateformes en fait qui proposent du fiat par exemple, bah là on pourrait dire adieu aux stablecoins. Donc, ou en tout cas à une majorité de stablecoins, ceux qui n'arrivent pas à avoir un cadre, à respecter en fait les règles. Et pour moi, ceux qui ont le plus de chances de respecter les règles, c'est principalement, même je dirais principalement Coinbase, qui a prouvé en fait de par le passé qu'elle a été l'entreprise qui a été capable vraiment d'associer régulation avec les crypto-monnaies le mieux. Voilà. Donc ils ont fait un stablecoin qui est l'USDC, qui est en plus l'un des plus liquides. Donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment être l'un des meilleurs. Je pense que Paxos c'est pas trop mal non plus, mais s'il faut miser sur une des deux, je miserai quand même sur Coinbase. Voilà. Donc si jamais en fait vous avez un stablecoin qui est délisté, il faut comprendre que vous avez un risque de perdre votre argent. Parce qu'ensuite, il faut être capable de le revendre. C'est bien beau en fait de dire oui, mais non, il est adossé à 1 $, donc il va toujours valoir 1 $. Non, absolument pas. Si demain il est délisté, si demain plus personne veut vous l'acheter parce que justement ils ont un problème de régulation, votre token, avec un peu de chance, vous allez réussir à le vendre moins cher, voire personne ne voudra vous l'acheter. Alors bien sûr, normalement, c'est possible de directement voir avec l'émetteur pour convertir des tokens en fiat, mais honnêtement, c'est possible pour des gros porte-monnaies. Ils ne vont pas s'embêter avec quelques centaines ou milliers de dollars à faire une conversion manuelle. Donc ça veut dire qu'il y aura des gros porte-monnaies qui vont arriver, qui vont acheter les tokens, mais ils vont les acheter moins cher, parce qu'il y a un risque. Donc forcément, ils vont les acheter peut-être 90 centimes, 80 centimes au lieu de 1 $. Et donc là, vous ferez une perte de 10, 15, 20%. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous trouvez personne qui veut vous l'acheter, ben vous perdez tout. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut quand même bien comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on me parle également de d'effondrement parfois du dollar, d'effondrement de l'euro et quel impact sur les stablecoins. Bon ben c'est simple, si le dollar s'effondre, les stablecoins s'effondrent. Voilà, la réponse elle est simple. Les stablecoins sont adossés au dollar, sauf pour le DAI. Mais tous les autres, ils sont adossés au dollar. Donc si le dollar s'effondre, les stablecoins s'effondrent. Il n'y a pas de raison en fait pour que ça ne suive pas. Et le DAI en plus, je rappelle que le DAI, il a été conçu pour valoir également 1 $. Donc si la valeur du dollar s'effondre complètement, à mon avis, DAI devra prendre des mesures pour ne plus être égal à 1 $. Ça n'aura plus de sens. Voilà. Pareil pour l'euro. Alors l'euro, il y a pas mal de théories sur l'effondrement de l'euro. Voilà, je sais que ça fait du clic, ça fait beaucoup de vues. Même dans le cas où on a un effondrement de l'euro, il y a quelques stablecoins en euros, mais ça n'existe pas beaucoup. Et ben en fait, il faudrait juste savoir en fait qui est la société qui est émettrice de ça, parce que si l'euro explose, il y aura juste un retour aux monnaies nationales. Il n'y aura pas de perte de valeur. Enfin, il peut y avoir une dévaluation en fonction du pays, mais en tout cas, vous ne pourrez pas tout perdre. C'est pareil, sauf si l'euro s'effondre et que les États européens s'effondrent. Mais là, on part en fait dans des théories que j'aime pas. Voilà, j'aime pas en fait parce que c'est peu probable. Donc il y a beaucoup de personnes qui surfent sur ça. Écoutez, tant que ça leur fait plaisir, moi je tente toujours à rester le plus optimiste possible, même si je suis d'accord qu'il y a beaucoup à dire par rapport à l'euro et à l'Europe, mais c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc voilà, j'espère que c'est clair, autant par rapport à Maker qu'au stablecoin. Peut-être un petit peu technique comme vidéo, mais en tout cas, je me suis quand même efforcé d'expliquer au plus simple un petit peu le fonctionnement et surtout les risques que vous pourriez encourir. Donc vraiment partez du principe que là j'ai même pas en fait parlé des plateformes de prêt comme Nexo, comme Celsius ou même celles qui sont complètement décentralisées en fait comme Compound. Honnêtement, s'il y a une rémunération, ça veut dire qu'il y a un risque derrière. Ça il faut quand même le garder en compte. Qui dit intérêt dit risque. Voilà, il peut pas y avoir en fait d'intérêt sans risque. Donc plus l'intérêt il est élevé et plus il y a un risque. Donc ça il faut vraiment le garder en tête. Il n'y a pas en fait de solution miracle aujourd'hui sans risque pour
recevoir une rémunération régulière. Ça n'existe pas. Qui dit rémunération dit prise de risque. Et plus c'est élevé, plus il y aura de risque. Donc, quand on est rémunéré 8% par an pour prêter en fait du Bitcoin, ça veut dire qu'il y a un risque. Il y a un risque justement au niveau de la liquidation. Parce que c'est un actif qui est extrêmement volatile. Donc ça veut dire qu'il peut perdre énormément de valeur et vous pouvez vous retrouver liquidé. Et je rappelle qu'une liquidation, c'est une perte. Parce que votre collatéral est toujours plus important que ce qu'on vous a prêté. Donc si vous perdez en fait le collatéral, au final vous avez beaucoup plus perdu que gagné. Voilà. Donc j'espère que c'est quand même clair par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude dans l'espace de commentaires. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, je ne le dis pas assez, de mettre un like pour le soutien. Et pour ceux qui sont inscrits à la lettre d'investissement, rendez-vous demain pour la lettre. Je vous dis bonne semaine, bon confinement et à très très vite.